Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui, nous parlerons de prix Nobel, d'art et de sciences, d'aquaponie et de plein d'autres sujets. Il est 16h et Science Infuse commence tout de suite. Salut tout le monde, alors prêt pour cette nouvelle émission ? Toujours prêt. On commence tout de suite avec Nicolas pour nous parler, attention n'ayez pas peur, de mathématiques. Oui, c'est ça, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une courbe mathématique que si vous avez fait un petit peu de sciences, vous connaissez, c'est la courbe de Gauss. Alors Gauss, c'était un mathématicien allemand qui a vécu entre le 18 et le 19e siècle. Mais avant, est-ce que vous connaissez d'autres mathématiciens dont on a déjà parlé dans l'émission ou autres ? Poincaré. Poincaré, ouais. Pythagore. Euler. Thalès. On sent les souvenirs du collège qui reviennent. Ouais, c'est exactement ça. Ah non, il y en a aussi un autre, mais je l'ai plus. Il y a eu c'est un informaticien, je crois, celui qui a fait... Turing. Ouais. Ah Oui. bah, Alan Turing. Ouais. C'est le prix Turing, c'est ça, pour l'informatique. Ouais, alors du coup, vous avez dit des noms, notamment Euler et Laplace, c'est ça ? Non, Poincaré, t'as dit. Ouais, j'ai dit Poincaré. Il y a Laplace aussi. Et du coup, donc dans Euler, Laplace, même Galilée, que vous n'avez pas cité, en fait, ils ont travaillé sur cette courbe et c'en est venu malheureusement un petit peu entre guillemets malheureusement, juste à Gauss. Et du coup, cette courbe, en fait, c'est une courbe qui représente des probabilités. Donc, quand on va chercher des choses un petit peu aléatoires. Là, vous vous dites, mais c'est un petit peu flou, il me parle de courbe et tout. Mais est-ce que vous avez déjà ouvert votre carnet de santé et regardé dedans des courbes qui représentaient la taille des gens en fonction de leur âge et la taille des gens, des hommes adultes ou des femmes adultes? Et bien en fait, ça fait une forme de cloche. Je sais pas si vous la voyez tout en tête. Si vous l'avez tout en tête. Oui, avec le maximum au milieu, à peu près au milieu. Et... C'est ça. Et bien en fait, cette courbe, c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss. En fait, ça représente une loi géométrique qu'on appelle la loi normale. Et en fait, le nom normal vient du fait qu'on la trouve partout dans la nature. Tout ce qui est aléatoire et donc qui dépend que de de plein de facteurs, notamment là la taille des gens, ça va dépendre de notre génétique, de l'environnement, etc., etc. En fait, ça va suivre la loi normale. On peut la représenter aussi simplement avec des lancers de dés. Par exemple, si vous lancez un dé, on est d'accord qu'on a une chance sur 6 d'avoir chaque face. Ouais. Donc là, ça ne représentera pas une loi normale. Mais dès qu'on commence à prendre plusieurs dés, on va commencer à suivre la loi normale. Par exemple, si vous avez déjà joué à des jeux de société qui nécessitent 2 dés, je pense à des jeux comme le Monopoly, vous êtes d'accord que vous avez moins de chances de faire 2 que de faire 7. Parce que pour faire 2, il faut faire absolument 1 et 1, et pour faire 2, il faut faire 6 et 6. Alors que 7, on peut le faire de différentes façons. On peut faire 6 et 1, 5 et 2, etc. etc. Et bien si vous tracez les probabilités, entre guillemets, de faire chaque chiffre, donc vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ensuite le nombre d'apparitions, ça vous fera une courbe qui commencera à suivre la courbe de Gauss. En cloche. Donc. C'est ça, donc ça vous fera une courbe en cloche. Et plus on va rajouter de dés, plus les résultats suivront cette courbe en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, plus on a de résultats en statistique, mieux c'est. Parce que ça nous permet en fait de lisser cette courbe. Et est-ce que vous avez d'autres idées sur des choses de la vie de tous les jours où la courbe pourrait servir, en plus de la taille, le poids, etc. des gens? Bah surtout, parce que tu t'es en train de dire que c'est une moyenne, en gros. Je dis pas que c'est une moyenne, je dis que ça représente des probabilités. Avec un pic au niveau de la moyenne. C'est ça. Qui s'étale, au côté, niveau du milieu, quoi. C'est ça. En fait, Ouais. le milieu sera la moyenne et sera aussi la probabilité la plus élevée. Et il n'y a pas une espèce de loi dedans, qui dit que genre de chaque côté de cette moyenne, ça vaut 50% des résultats. Si, c'est ça en fait. obtenus, En fait, la courbe, elle est symétrique. Ouais, En gros, si ok. vous prenez votre cloche et que vous tracez un axe, qui sera donc sur la pointe de la cloche, votre axe il sera situé au niveau de la moyenne. Donc par exemple, si vous prenez la taille d'un homme en France, ce sera 1m79. Donc au niveau de 1m79, on aura notre moyenne, donc le plus de gens qui font 1m79. Mhm. Et en fait, on aura autant de gens plus grands que de gens plus petits. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, donc, ça s'applique aussi pour notamment les espérances de vie. Donc, ça peut être l'espérance de vie des gens, mais aussi d'objets dans la vie de tous les jours. Par exemple, de vos téléphones, d'animaux, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment une courbe. Donc, on pourrait se dire, ouais, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu des maths, on va dire, poussées. En fait, vraiment, tous les jours, on peut s'en servir. Ouais, mais si tu prends l'espérance de vie, genre en France, bon, on va arrondir, on va dire que c'est 80 ans. Si, donc l'âge de vie moyen, donc ça veut pas dire qu'il y a autant de gens plus jeunes, en dessous de 80 ans, que de gens plus vieux, non ? En fait, ça veut dire qu'il y a autant de gens qui sont morts avant que de gens qui sont morts après. Okay, ouais, ok. C'est Comme pas ça. les gens encore vivants, c'est vraiment Ouais. en gros le nombre de gens qui sont morts à tel âge. Ok, ça marche.
Et du coup, en fait, les facteurs qui font qu'on est donc dans la loi normale, donc on peut avoir une courbe de Gauss, en fait, ça vient de plein de facteurs qui sont indépendants entre eux. Donc, par exemple, pour l'espérance de vie, ça va dépendre de la probabilité d'avoir une maladie mortelle ou d'un accident ou du milieu de vie, pays dans etc. lequel tu te trouves, non? Oui, c'est Ouais. ça. Et c'est pour ça que ça peut être... en fait, il faut pas qu'il y ait un facteur qui soit trop important, qui soit trop, entre guillemets, trop... Qui va tout décider. c'est ça, qui soit beaucoup plus... qui joue beaucoup plus que les autres, en fait. Et que c'est pour ça que dans des pays qui sont en guerre, c'est plus très utilisable. Et en fait, du coup, cette loi, comme c'est un petit peu, on va dire, la loi de base, je mets des guillemets, dans tout ce qui est probabilité mathématique, et ben elle va aussi servir dans des mathématiques plus poussées, dans d'autres lois dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme la loi binomiale ou la loi de Poisson. Mhm. Si ça vous parle. On tant va mieux, passer en sinon, terminale tant pis. S, la loi binomiale, non? Si même les deux, je crois qu'on les aborde plus ou moins. En médecine aussi, on les voit. En biologie un peu. À la fac aussi. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse mathématique. Maintenant, vous verrez les statistiques autrement, j'espère, et vous penserez à cette magnifique courbe. Bah super Nico, félicitations. Enfin on a eu une chronique qui parlait de mathématiques. Donc on fait une pause tout de suite avec Thérapie Taxi avec le titre Vulgaire Animal et on se retrouve juste après pour parler d'art et de science avec Margot. Bonjour, vous êtes bien dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. On écoute tout de suite Margot pour nous parler d'art et de science et juste après nous aurons Florian qui nous parlera du prix Nobel de physique. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais sortir un peu de mes sujets habituels autour de la faune pour vous parler du beau mélange entre l'art et les sciences du vivant. Afin de vous présenter cette symbiose entre art et science, je vais vous parler d'une exposition que j'ai eu la chance d'aller voir à Paris en avril 2019. Bon malheureusement elle est plus disponible, mais je vais quand même vous en parler. Elle était donc au centre Pompidou de Paris et se prénommait La Fabrique du Vivant. Et rien que le nom me disait déjà que j'allais découvrir des choses qui allaient bien me plaire, et j'espère que ça vous plaira aussi. Et j'ai pas été déçue, parce que entre lampadaires en bacon décellularisé, objets faits à partir d'algues, oui, vous avez bien Pardon. entendu, ou encore du tissu coloré à l'aide de bactéries, enfin plein de choses aussi épatantes qu'intéressantes. J'ajouterai d'ailleurs des photos de l'exposition faites par ma personne, pour que vous puissiez les voir sur notre compte Instagram. Et sur la page Facebook Science Infuse. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller les jeter un petit coup d'œil pour voir tout ça. Donc la thématique de cette exposition était de présenter de manière prospective les œuvres récentes d'une 50aine de créateurs, ainsi que des recherches issues de laboratoires scientifiques. Un parfait mélange, n'est-ce pas ? Alors du coup, je vais vous présenter quelques œuvres qui m'ont plutôt marqué, et je vais commencer par la fameuse série de lampadaires en tranches de bacon décellularisées du designer belge Isaac Monté, qui s'appelle donc du coup le projet s'appelle The Meat Project et il a été fait en 2015. Donc les lampadaires étaient donc accrochés au plafond et ressemblaient à, vous savez à peu près genre les lampes en papier qu'il y a dans pas mal de chambres d'enfants. Je sais pas si vous voyez. Les boules là. Ouais, Ouais, ça je ressemblait vois. un peu à ça mais de Avec la façon structure métallique. plus rallongée, exactement. Ça avait vraiment la tête là. Et du coup, donc Isaac Monté, il a donc réutilisé des tranches de bacon périmées et a obtenu un nouveau matériau grâce à un traitement de décellularisation en laboratoire. Cette technique est utilisée traditionnellement dans la recherche médicale, ce qui est plutôt logique. Et ici, elle a permis d'éliminer le contenu cellulaire de la viande, tout en transformant aussi bien sa consistance que sa couleur. Le matériau résultant de cette opération est alors donc caoutchouteux, modulable et un peu semblable au marbre par sa couleur. Mais qu'est-ce que c'est que la Ouais, voilà. décellularisation concrètement, au final? C'est vider les cellules là. Ouais, ce que t'as en dit, fait, c'est enlever ces... Alors, à ce que j'en ai compris, c'est enlever les cellules, en fait. Alors, le designer, il s'est donc inspiré d'une bactérie qui réside dans la viande et causant aussi sa détérioration. J'y arriverai. Est-ce que vous savez de quelle bactérie je parle ? Elle est plutôt connue. E. coli. Oui, je parle bien évidemment d'Escherichia coli. Bravo, Corentin. Oui, merci. Alors, avec ce projet, Monté, il a donc tenté de sensibiliser les visiteurs aux problèmes de gaspillage et à la surconsommation. Plutôt ingénieux, non ? Mais qu'est-ce que E. coli? C'est une bactérie. qui est impliqué dans. La digestion. Ouais. Qu'on a tous dans notre système digestif et qui peut parfois être pathogène. Et du coup induire certaines maladies, notamment une qu'on n'aime pas trop l'hiver.
Alors du coup, je vais donc vous parler d'une deuxième œuvre m'ayant je vais donc vous parler d'une deuxième œuvre m'ayant vraiment beaucoup marqué. C'est le Project Coelicolor, donc Scale, de Natsé Audrey Chiesa, très beau nom, donc de 2017 à 2018. Donc ça, c'est la période dont elle a fait le projet. Et donc, quand on arrive devant le projet, on voit donc un espèce de grand drap blanc exposé contre un mur et présentant en fait des taches de couleur bleue, rose et violette. En s'approchant de la pancarte qui explique un peu l'œuvre, on peut se rendre compte en fait que on y apprend qu'il s'agit d'un tissu coloré grâce à des bactéries. Eh oui, grâce à des bactéries. Ok. Ça colore en quelle couleur? En bleu, violet et rose en fait, il y a des petites taches un peu genre irrégulières. Et, Ok. comment ils font ça? Eh ben en fait, l'artiste elle a multiplié les collaborations avec des scientifiques qui lui ont permis de développer des matériaux textiles, biologiques et alternatifs pour réformer à terme donc l'industrie de la mode qui à ce jour pollue encore beaucoup. Mhm. Donc Et, les bactéries, ça serait une voie pour que pour les... colorer le textile. Ouais, mais de manière plus écologique. Ouais, c'est ça. Ok. Donc à ce que j'ai vu en tout cas, oui. Et donc le projet, il développe des méthodes donc artisanales justement de teinture à partir donc de bactéries Streptomyces coelicolor, dont le nom du projet, qui sont donc directement cultivées sur les textiles de soie pendant plusieurs semaines afin qu'elles produisent des biopigments. Donc différentes variantes telles que l'acidité du milieu, la durée de l'incubation ou la température contribuent au résultat esthétique de ces créations dont les différentes couleurs observées sur les tissus, donc bleu, rose et violet. Et je terminerai donc avec le projet Xenoderma qui explore la gestion de l'espace propre aux araignées pour repenser les réseaux urbains. Oui, les araignées. Ce projet était donc dans un coin de l'exposition, près de l'imposante structure imprimée en 3D, avec la présence de micro-algues, mais je ne pourrais pas vous en parler parce qu'elle est beaucoup trop énorme, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner parce qu'elle était incroyable. Bref, notre dernière œuvre présentée était donc sous forme de plusieurs cubes de verre assemblés avec à l'intérieur il y avait de fines barres métalliques et plein de toiles d'araignée en fait. Donc quand on regardait comme ça, on savait pas vraiment ce à quoi ça faisait allusion ou quoi. Et en fait, ils ont étudié, donc le groupe d'études, ils ont étudié donc la manière dont les araignées tissent leurs toiles sur un substrat imprimé en 3D. Le laboratoire donc Urban Morphogenesis, entité de recherche de conception de la Bartlett School de Londres, dirigée par une architecte. Le groupe donc de recherche a élaboré une nouvelle approche de conception non anthropocentrique impliquant de multiples formes d'intelligence humaine et non humaine, dont les araignées. La soie d'araignée est récoltée dans ce projet pour produire du matériel architectural, structurel et participer à la reconfiguration esthétique de la ville, proposant ainsi un système pouvant être partagé par des entités humaines et animales. Donc je vous recommande, si cela vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur cette exposition, de vous rendre sur le site du Centre Pompidou où il y a encore pas mal d'explications, dont une vidéo où l'on voit dès le début une partie de l'une des deux vidéos, donc d'Heather Barnett, qui a travaillé en 2017 sur un organisme unicellulaire, Physarium polycephalum, ayant des particularités d'apprentissage et considéré comme une forme d'intelligence primitive. Donc d'ailleurs, Heather Barnett a fait plusieurs études sur cet organisme et elles sont également disponibles sur YouTube. Et elles sont assez épatantes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il faut taper pour le voir? Heather Barnett. Comment donc, tu écris ça? H-E-A-T-H-E-R, espace B-A-R-N-E-2-T. Nous vous mettrons donc en lien la page du Centre Pompidou sur cette exposition, mais également deux autres liens, l'un du magazine d'art visuel Beaux-Arts et l'autre d'une émission radio de France Culture pour ceux qui souhaiteraient se documenter davantage sur le sujet. L'art et la science se donnent la main lors de nombreuses expositions. Par le passé, ces deux domaines s'étaient déjà retrouvés en collaboration, notamment à travers le célèbre Léonard de Vinci, grande figure de l'art à travers ses peintures et ses dessins, mais aussi un scientifique ayant touché à de multiples domaines, en passant de l'anatomie à la botanique. À travers les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui, on peut remarquer que les sciences inspirent l'art, et l'art peut inspirer les chercheurs. J'espère donc encore une fois que cette petite visite entre art et sciences du vivant vous aura plu. Bah super Margot, merci beaucoup. Maintenant on va faire une pause avec Deep End et le titre Be Yours avant de retrouver Florian et sa chronique sur le prix Nobel de physique de cette année. Bonjour à tous ou bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Si vous venez d'arriver dans l'émission, vous pouvez retrouver les anciennes émissions sur la chaîne YouTube de Science Infuse ou la dernière émission sur fadjet.net.
dans les podcasts pour écouter les super chroniques de Margot et Nicolas sur la courbe de Gauss et sur l'art dans les sciences. Mais maintenant, on écoute Florian qui va nous parler du prix Nobel de physique. Oui, merci Corentin. Alors, je vais commencer ma chronique par une question. Y a-t-il d'autres mondes que le nôtre ? Donc, la question, ça fait très longtemps que l'homme se pose. Il y a 300 ans avant Jésus-Christ, Épicure disait déjà « Il existe une infinité de mondes comme le nôtre et une infinité de mondes différents. » Et tout ça, en 1995, ça va prendre forme quand 2 chercheurs suisses ont découvert la première exoplanète. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une exoplanète ? Oui, c'est une planète qui ressemble à la Terre. Mais qui est... Enfin, on peut vivre dessus, non ? Les autres ? C'est une planète qui se trouve en dehors du système solaire. Ouais, j'aurais dit comme Nicolas, parce que je crois que Pluton, c'est une exoplanète, non? J'aurais dit comme Corentin. Ah, deux Sur le comptes fait de qu'on Flo. puisse, Alors, il y a vivre. un peu de tout dans ce que vous dites, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Donc Pluton, par exemple, n'est pas une exoplanète. Mince. Qui, au passage, n'est pas une planète tout court. Ouais, c'était ça, je me disais qu'il y avait un truc particulier avec Pluton, mais j'avoue. Il y a que- une dizaine d'années, elle s'est fait recaler au niveau de... Parce que c'est plus petit que la Lune, Pluton. Ok. Voilà, à titre d'échelle. Donc, ça y est, on est en 95 et on a enfin la preuve que les exoplanètes existent. Alors, cette découverte, elle amène beaucoup de questions. À quoi ressemblent et vont ressembler les mondes qu'on va découvrir ? Que vont-ils nous apprendre sur notre planète ? Et surtout, sont-ils habités ? Donc, la recherche des exoplanètes en astrophysique, c'est un domaine qui est en pleine expansion. La recherche des exoplanètes, donc c'est un domaine en astrophysique qui est en pleine expansion, mais ce domaine, il a bien dû commencer quelque part. Alors, il a commencé, comme je vous l'avais dit, en 1995, quand Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert 51 Pegasus B, c'est le nom qu'ils ont donné à leur planète, et elle se trouve dans la constellation du Pégase. Et cette planète, elle tourne autour d'un soleil qui est à 42 années-lumière de la Terre. Alors, pour représenter 42 années-lumière, c'est la distance que met la lumière en 42 années. Enfin, faut juste retenir que c'est une longueur et pas un temps. Même si année, ça peut faire croire le contraire. Mais une année-lumière, ça fait combien ? C'est pas 10 En gros, millions de kilomètres ? dis-toi que en une seconde, la lumière, elle fait 300 000 kilomètres. Donc tu multiplies ça par le nombre de secondes qu'il y a dans un jour, puis par 365. Voilà. C'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Et alors que c'est une des plus proches. Mais depuis tout à l'heure, en fait, je vous parle de détecter ou trouver des exoplanètes. Mais est-ce que vous savez comment est-ce que les scientifiques font pour trouver des planètes en dehors de notre système solaire ? Ils regardent avec Hubble, non ? Enfin, le télescope. Ils essaient de déterminer un peu la composition des planètes, peut-être par un spectre de lumière ou je sais pas trop. Mais... Ouais, mais du coup, pour avoir il faut bien les détecter, voir. les planètes. Ouais. Tu vois ? Ouais. Parce que, en fait, on est d'accord qu'elles sont tellement loin que c'est impossible de les observer directement. Parce que la lumière mettrait trop de temps et c'est tellement petit que ça marcherait pas. En fait, pour les détecter, on utilise leur étoile. Donc il y a 2 méthodes pour détecter une exoplanète. La première, c'est en prenant la vitesse de l'étoile. Donc vous voyez, quand vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, comme la Terre autour du Soleil par exemple, il y a la Terre qui va tourner, mais il y a aussi le Soleil qui va tourner sur lui-même. Enfin, pas sur lui-même, il décrit un petit cercle, mais vraiment infime par rapport au grand cercle que va décrire la Terre. Et bien ça, en mesurant la vitesse à laquelle il tourne, on peut avoir des informations sur la planète. Et notamment, on peut avoir sa masse. Et ça, on le trouve grâce à l'effet Doppler. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'effet Doppler ? C'est pas l'effet qu'il y a notamment avec, par exemple, les gyrophares quand ils passent à côté de notre oreille, le son, en fait. Oui. Il va être Oui. plus aigu. Quand il s'approche, Ouais. Ouais. il est quoi ? Plus aigu ou plus grave ? J'ai peur que ce soit un piège. Quand il s'approche, t'es d'accord, il est plus aigu. L'ambulance, elle est plus aiguë, et quand elle passe, elle est plus grave. Et ça, en fait, il se passe exactement la même chose avec les étoiles et les galaxies en général, sauf avec les longueurs d'onde. Okay. Voilà. Donc, grâce à ça, on peut avoir connaissance de la masse des petites planètes qui est autour des étoiles. Ouais, mais on peut pas entendre le bruit. Alors, on peut pas entendre, mais on peut regarder. C'est avec le spectre d'émission. T'es d'accord que la lumière blanche, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel réunies en une seule lumière. Ouais. Si tu décomposes
Par exemple, le soleil, c'est la lumière blanche. Mais une autre étoile, ça peut être une lumière complètement différente. Donc si tu décomposes ce spectre, que tu le sépares en plusieurs petites couleurs, là, tu vas avoir plein d'informations sur l'étoile, tu vois. Ok. Puis la lumière, ça, elle est considérée comme de la matière, mais une onde en même temps. Du coup, elle va se comporter comme une onde, et le son, c'est une onde, donc ça se comporte pareil. Ouais, donc on peut corréler. J'ai bien les deux, résumé en fait. Oui. Enfin, il y a des détails, mais pour ici, ça marche. Et donc, la deuxième astuce pour mesurer des exoplanètes, ça va être d'étudier la luminosité de l'étoile. Vous êtes d'accord, si on regarde une planète et si on regarde une étoile et qu'il y a une planète qui passe devant, il va y avoir une éclipse. Et plus la planète est grosse, plus l'éclipse va être grande. Et plus l'éclipse va être grande, plus la luminosité va descendre. Et bien en fait, ça, on peut très bien le mesurer. Et ça va donner accès à la dimension de la planète, à la taille de la planète. Et donc, si vous avez la dimension et la masse de la planète, vous avez sa densité. Et si vous avez sa densité, vous avez la nature de la planète. Si elle est rocheuse, comme la Terre, si elle est gazeuse, comme par exemple Jupiter ou Saturne, ou si elle est même liquide. Et donc voilà. Et donc avec ça, les astronomes, ils ont développé vraiment toute une zoologie de planètes. Par exemple, il y a une exoplanète qui s'appelle Kepler 16b, qui est surnommée la planète Tatooine parce qu'elle gravite autour de 2 soleils, en référence à la planète Tatooine de Star Wars. Ou par exemple, il y a la planète GJ 504b qui est surnommée la planète rose parce que en fait les éléments qui la composent, ça lui fait donner une couleur. Elle a vraiment une couleur rose flashy. Et donc c'est grâce à cette découverte que Michel Mayor et Didier Quesnot ont eu leur prix Nobel cette année en compagnie d'un autre astronome, James Peebles, qui lui a théorisé ça et a pu poser les bases de leur découverte. Voilà. Donc c'était il y a 20 ans. Oui, et oui, il y a toujours un décalage très grand décalage entre la découverte ça et le ça prix dépend Nobel. par exemple, les ondes gravitationnelles qui est arrivé il y a 3 ans, ça s'est fait instant parce que c'était tellement énorme que c'était obligé qu'on y... Mais en parlant de ça, c'est Einstein, il en parlait déjà depuis un moment. Oui, en plus ça tombait bien parce qu'on l'avait trouvé 100 ans après que Einstein avait prédit leur existence. Donc c'était vraiment l'occasion de récompenser ça, quoi. Mais là, ça a pris plus d'une quinzaine d'années. Merci Florian, on fait une pause avec M et le titre Solidarité. On retrouvera juste après Mathilde pour nous parler d'aquaponie. Et attention, pas d'aquaponais. A tout de suite. Bienvenue ou re-bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Mathilde qui va nous parler d'aquaponie. Eh oui. Alors déjà, j'aimerais vous demander, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et me sortez pas l'aquaponie, s'il vous plaît. Bah, à quoi ça va avoir quelque chose à faire avec l'eau, j'imagine. Ouais. Après, pour dire quoi, j'en sais pas plus, quoi. Non, personne. Avec de la biologie végétale, non ? C'est une technique de plantation. De culture. De culture, oui, merci. Ouais, c'est ça. C'est un système qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons. Alors, c'est un système de production révolutionnaire qui permet d'élever ensemble des poissons et des végétaux. Et moi, je trouve ça trop cool. C'est un système très vertueux où chacun aide l'autre à se développer et surtout, c'est un procédé qui est 100% écologique où tout se transforme et rien ne se perd. Ah, Waouh. Lavoisier. Bien vu, bonne ref. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, 1 poisson sur 3 provient de l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons. Mais le problème de l'aquaculture, c'est que ça produit beaucoup de déchets, ça consomme beaucoup d'eau et ça pollue énormément l'environnement. Alors que l'aquaponie, elle donne la possibilité de faire de la production de poissons et de plantes dans un système très écologique. Alors expliquons déjà les rudiments de l'aquaponie. C'est une pratique qui est déjà pas si nouvelle puisqu'on en retrouve des traces chez les Mayas. Donc il y a 2 millénaires même avant Jésus-Christ. Mais petite précision utile, ce système fonctionne uniquement avec des poissons d'eau douce parce que en eau de mer, c'est beaucoup plus compliqué de faire pousser des végétaux. Il y a une contrainte au niveau du sel. Bah, peut-être des algues, mais après pour faire quelque chose. Voilà, de plus c'est ça, simple. pour faire vraiment pousser des légumes comme là. Voilà. Comment ça marche ? L'aquaponie permet d'associer dans un système fermé l'élevage de poissons et la culture de plantes. En principe, les excréments des poissons servent d'engrais aux plantes qui, à leur tour, vont purifier l'eau des poissons. Pour cela, en fait, il faut un troisième élément,
c'est des bactéries. Elles vont permettre de transformer l'ammoniac contenu dans les déjections du poisson, qui sont très nocifs, en nitrates, qui seront par la suite du coup assimilables par les plantes et qui vont même leur servir à se développer et à les aider dans leur croissance. Autrement dit, d'une substance très nocive pour les poissons, on obtient un composé essentiel pour les plantes. C'est une opération très naturelle puisque les bactéries jouent ce même rôle dans la nature. C'est de la symbiose. Ouais. Oh, Ben non, pas sur ce coup-là en fait. Alors qu'est-ce que Puisque c'est? ça se passe sur des bassins différents. Je vais finir de t'expliquer, tu vas voir. Excuse-moi. Y a pas de souci. Donc du coup, en absorbant les nitrates avec leurs racines, les végétaux nettoient l'eau ensuite à leur tour. Et ensuite, cette eau purifiée va pouvoir retourner dans le bassin des poissons. Et ça fait un cycle. Et ça, c'est bien pour l'économie d'eau. Okay. Donc en pratique, j'ai vu une recherche de Andreas Graber. C'est un chercheur à l'université de Zurich qui s'est tourné vers l'aquaponie et qui en est pas seulement resté à la théorie. Il a créé une start-up qui s'appelle Urban Farmers en Suisse et qui est destinée à mettre en pratique le procédé de l'aquaponie. Mais il a fait ça en ville. Pour Andreas, il était important de montrer que l'aquaponie peut se pratiquer partout, même sur un toit d'immeuble. Ce qui compte, c'est de rapprocher la production du consommateur. Dans cette ferme d'un nouveau type, les tomates, les poivrons, les piments ou les cressons, par exemple, cohabitent avec les poissons. Là-bas, en un an, ils ont produit 5 tonnes de végétaux et 800 kilos de poissons. N'importe quelle plante maraîchère à fleurs ou à fruits pousse avec l'aquaponie, mais on peut oublier tout ce qui est pommes de terre, carottes, les tubercules, Oui, comme ça a besoin de pousser dans l'eau, dans la terre. Et du coup, là, on est dans une culture dans l'eau, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Après, c'est que c'est une des particularités, en fait, c'est que les racines se retrouvent les pieds dans l'eau. Donc, pas de terre pour l'aquaponie. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que l'aquaponie peut pas avoir le label bio, puisque dans le label bio, c'est spécifié dans la terre. Donc, avec l'aquaponie, non seulement on fait d'énormes économies d'eau, genre 10 fois moins d'eau que ce qui se pratique en aquaculture normale. Pour faire 1 kilo de poisson, par exemple, il faut à peu près 100 mètres cubes d'eau dans un système classique contre 7 mètres cubes avec l'aquaponie. Ah oui, c'est une voie qui doit être étudiée du coup pour l'environnement. En transition écologique. C'est ça. Mais en plus de ça, on est assuré grâce à la qualité des nutriments et l'absence de saison imposée aux plantes, d'avoir une productivité qui est 4 à 5 fois supérieure à la culture en pleine terre. Mais il y a un problème avec ce genre d'infrastructure, c'est que ça demande un coût assez important en investissement, même si ça devient très vite rentable du coup. Il faut contrôler tout, l'humidité, la température, l'oxygénation. Au final, la production reviendra plus cher que ce qu'on connaît actuellement. Bah, peut-être au début, oui, parce que tu as un investissement à faire un peu plus important au début, mais ensuite, ça va se rentabiliser vite puisque tu vas produire beaucoup plus et mieux. Enfin, ça va être meilleur. Donc, en tout cas, ce procédé, c'est un procédé qui reste 100% naturel et surtout parce que c'est un système qui interdit lui-même l'utilisation de pesticides pour les plantes et d'antibiotiques pour les poissons, puisque si on met des pesticides aux plantes, ça va atterrir dans le cycle de vie du poisson, et pareil pour le poisson si on lui met des antibiotiques. Oui, tout est un cycle. C'est donc ça, s'il y en a un qui consomme, l'autre il va en avoir. C'est ça. Mais il n'y a pas d'autres exemples de genre d'échanges gagnant-gagnant dans la nature? Par exemple, je sais pas, une première espèce qui protège une deuxième et la deuxième qui nourrit la première en échange, ou des choses comme ça? Bah, pour moi, c'est la notion de symbiose. Oui, je pense aussi, c'est de la direct. symbiose. Ouais. Alors, il y en a un peu partout, du coup. Ok. On en trouve assez souvent. Bah, souvent, là, ça me fait penser directement à une symbiose entre les bactéries qui se trouvent au niveau des racines des plantes. Souvent, c'est des bactéries qui permettent... on sort un peu du sujet, mais c'est des bactéries qui permettent à la plante de capter l'azote, justement, dans le sol dont elle a besoin, et que la plante peut pas prendre comme ça tout de suite, quoi. Donc, pour revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de pesticides ni d'antibiotiques, ça nous donne, à nous, consommateurs, une garantie que les produits n'ont pas été traités, et donc d'avoir des produits sains, locaux, puisqu'on peut le faire en ville.
Donc une nouvelle voix à laquelle on peut réfléchir. Super Mathilde, maintenant on va faire une pause avec le dernier album de Michael Kiwanuka avec Hero et juste après nous retrouverons le quiz de Margot sur les découvertes qui se font au hasard. Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet, où nous écoutons maintenant Margot pour un quiz sur les découvertes qui se sont faites au hasard. Et oui, me revoilà, et cette fois, donc, c'est pour vous parler des découvertes et inventions, enfin surtout des découvertes, qui ont été faites par hasard. Est-ce que là, déjà, vous en avez quelques-unes qui vous viennent en tête ? Oui, les scratchs des chaussures. Ah, je savais pas du tout. Non. Si, c'est Flo qui avait fait une chronique là-dessus. Oui, mais c'est pas par hasard, c'est sur le biomimétisme. Donc, t'as retenu ma chronique, mais pardon. il y a une plante qui a l'effet qui a des petits nœuds ou qui peuvent s'agripper, et ils ont repris ça exprès pour faire le velcro, quoi. Ah, cool. Bah, moi, du coup, ça me fait penser au baba au rhum. Donc, je sais pas si on est trop dans le côté scientifique, mais c'était sous Stanislas, du coup, comme on est en Lorraine, voilà, on va parler de culture lorraine. Mais oui, c'était sous Stanislas, il me semble qu'il y avait une histoire de gâteau trop sec et que du coup, il l'a arrosé de rhum pour pouvoir le servir finalement, et ça s'est transformé en baba au rhum. Très bonne anecdote lorraine. Qui me vient spontanément. Ouais, moi j'avais une anecdote c'était sur Becquerel. Alors Becquerel, c'est en gros le mec qui a découvert entre guillemets la radioactivité. Et lui, il travaillait sur de l'uranium et du phosphore. Et il les a laissés dans son... il est parti en vacances et il a laissé ça dans son placard. Et quand il est revenu, il ouvre le placard. Et par contre, c'est une idée reçue. En vrai, ça c'est pas vraiment passé comme ça. Et donc, il a vu que ces plaques photos se sont impressionnées grâce au phosphore qu'il y avait dans son placard. Et toi, t'en connais, Margot ? Sinon, moi, je pensais juste à Fleming avec la pénicilline. Ouais, exactement, ça s'est passé. Genre, tu revois comment ça s'est passé ou pas ? Enfin, tu revois comme si on y était. Je crois que c'est pareil, non ? Il n'était pas parti en vacances et il est revenu. Ouais, c'est ça. Et il s'est rendu compte qu'il y avait toute une zone, du coup, près de la pénicilline où les bactéries s'étaient pas développées. Ouais, parce que dans le bureau d'à côté ou un truc comme ça, il travaillait sur des champignons et il y a eu un courant d'air et il y a eu des champignons qui sont déposés sur son échantillon à lui, je crois, et du coup ça. Mais en fait, là-dessus, c'est juste que en fait, il avait une boîte de pétri, sûrement, de bactéries, et il est parti, il l'a laissé négligemment en fait sur sa paillasse. Et quand il est revenu, donc bien plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait des champignons effectivement qui s'étaient développés dessus, et qu'en fait, ça avait permis de limiter la prolifération de la bactérie. Et le champignon d'ailleurs, c'était Penicillium notatum, qui a donné nom d'ailleurs à la pénicilline. Mais du coup, c'est quoi concrètement la pénicilline ? C'est un antibiotique. C'est Et le un premier antibiotique, du coup, c'est ce qui va limiter justement la prolifération de certaines bactéries, et c'est ce qu'on utilise d'ailleurs lorsqu'on est bien malade dû à une bactérie. Mais c'est pas automatique. Alors du coup, je vais un peu aller dans le domaine de la paléontologie en vous demandant si vous savez comment a été découvert la momie Otzi. Corentin, notre spécialiste notre paléontologue. Alors, en fait, ça me dit rien. Alors, Otzi, c'est une momie naturellement congelée et déshydratée qui a été découverte donc, dans les Alpes italiennes à 3200 mètres d'altitude par des randonneurs. Mais c'est une momie de quoi ? C'est une momie d'un homme assez vieux, en fait. Vieux de plus de 5300 ans et conservé par le froid. Je crois qu'on est plus dans l'archéologie. Mais son âme de puriste a été. En tout cas, dans la documentation que j'avais, c'était rangé dans la paléontologie. Après, c'est possible, oui, dans la paléoanthropologie. Mais après, la limite. Ne mélangeons pas tout, s'il te plaît. Non, mais c'est bien, on en apprend. Donc, oui, du coup, il a été retrouvé par 2 randonneurs allemands qui ont découvert par hasard, du coup, la momie. Et ça a avancé, du coup, sur certaines civilisations. Alors, est-ce que vous savez comment a été mis en évidence le rôle donc, du cœur dans la circulation sanguine ? Ça doit être un truc bien glauque avec un. Ouais, c'est un truc bizarre ça. Donc, c'est sur un chercheur, donc un médecin anglais du XVIIe siècle, assez connu, donc William Harvey, qui a fait beaucoup d'études sur la circulation sanguine et qui a donc découvert le rôle du cœur dans la circulation sanguine en faisant l'analogie entre la circulation sanguine et les irrigations des canaux à partir de son observation du fonctionnement du drainage de l'eau dans les canaux hollandais à son époque. Donc voilà, c'est assez au hasard au final. C'est très inspiré quand même. Ouais.
En fait, à son époque, il y avait un certain système, il a fait l'analogie entre les deux et du coup, ça lui a permis... Ah, ça devait être des pompes ou il devait y avoir un système de pompe, non? Ah, c'est ça, c'était exactement ça. Il y avait des pompes pour capter et refouler l'eau dans les canaux. Ah, je trouve ça assez impressionnant dans ce sens-là. D'habitude, on s'inspire du vivant pour faire... c'est ça. Enfin, là, c'est nous qui avons créé déjà un système... Et en restant du coup dans la même thématique, donc dans des inspirations un peu farfelues, est-ce que vous savez comment donc William Reeves, qui est un spécialiste en épidémiologie et en virologie, a fait en sorte en fait de marquer des moustiques avec de la poudre fluorescente? De quoi il s'est inspiré? Aucune idée. Ouais, Voilà, ça me dit rien. Du 7e art. Ah, mais le cinéma. Ouais. En fait, il est allé voir un film au cinéma et c'était en fait un film où un inspecteur enquêtait sur des vols de caisses dans un magasin. Criminels. Ouais. Et en fait, Trouver les traces. C'est ça. Les empreintes digitales. Il a rempli les caisses avec de la poudre et en fait, pendant l'extraction de la caisse, ils ont pu retrouver dans le film le voleur grâce à sa main en fait, où ils l'ont mis sous une lampe fluorescente et du coup, ils savaient que c'était lui le voleur. Et ça a inspiré le scientifique qui a fait en fait la même chose sur ces moustiques. Ce qui a vraiment aidé au final à découvrir de nombreux virus sur la planète en fait par la suite. Donc voilà, j'espère donc que ces petites découvertes faites par hasard et plutôt intéressantes surtout par leur inspiration vous aura plu encore une fois. Ouais, carrément. Merci Margot, et malheureusement c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec la page Facebook Science Infuse et sur la chaîne YouTube Science Infuse. Vous pouvez aussi trouver la dernière émission en podcast sur fadjet.net. Et sur ce, on vous souhaite tous un bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Et à la Bon week-end. prochaine.